Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour vous conter une nouvelle histoire ésotérique pleine de fantômes, une histoire terrifiante. C'est la malédiction de la famille Lemp. Vers la fin du XIXe siècle, la famille Lemp, qui vivait à Saint-Louis, au Missouri, connaissait toutes les réussites. Mais soudain, le sort commença à s'acharner sur elle, et la rumeur courut qu'elle était victime d'une malédiction. Des années plus tard, en 1980, le magazine Life affirma que le manoir Lemp était l'une des maisons les plus hantées d'Amérique, confirmant ainsi ce que tout le monde savait déjà. S'ils étaient morts depuis longtemps, les membres de la famille Lemp n'avaient jamais vraiment quitté le manoir. En 1836, Johann Adam Lemp abandonna la ville d'Etzwege et son Allemagne natale pour tenter sa chance en Amérique. 2 ans plus tard, il s'installa à Saint-Louis, au Missouri donc. Puis il ouvrit une petite épicerie, proposant, outre les articles qui se trouvaient habituellement dans ce genre de commerce, le vinaigre et la bière qu'il fabriquait lui-même, d'après des recettes que lui avait transmises son père. En 1840, comme ses fabrications artisanales connaissaient un grand succès, Adam vendit le magasin et fit construire une petite usine, la Western Brewery. On peut traduire par la brasserie de l'Ouest. Au 112 de la rue South Second Street. Au cours des premières années, la nouvelle fabrique produisit du vinaigre et de la bière qui étaient vendus dans un pub rattaché aux locaux. Et Adam en profita pour présenter la Lager, une bière légère d'origine allemande, encore peu connue en Amérique. La Lager devint rapidement populaire et en 1845, la demande était telle qu'il décida de mettre fin à la production de vinaigre pour se consacrer uniquement à la bière. L'engouement pour la Lager fut si fulgurant que bientôt la brasserie se révéla trop petite pour gérer la production et le stockage du produit. Comme il cherchait une solution à ce problème, Adam songea à la grotte de calcaire souterraine qui venait d'être découverte au sud de la ville, et il s'empressa d'acheter la propriété. Les cavernes étaient assez fraîches pour y entreposer la bière, et surtout la laisser fermenter le temps nécessaire à sa maturation. Mais pour l'amener à une température idéale, des blocs de glace furent prélevés dans la rivière Mississippi, toute proche, et déposés à l'intérieur. Au milieu du XIXe siècle, la compagnie était devenue l'une des plus importantes de la ville. Et en 1858, la bière de la Western Brewery gagnait le premier prix de la foire annuelle de Saint-Louis, confirmant ainsi son succès. Adam Lemp s'éteignit le 25 août 1862, laissant l'entreprise à son fils William. Il s'était montré un homme d'affaires avisé tout au long de sa vie, et son héritier allait se révéler tout aussi talentueux. À cette époque, la bière était toujours acheminée par wagon de l'usine à la grotte, ce qui ne plaisait guère à William, qui décida de se débarrasser de cette opération fastidieuse en achetant 5 pâtés de maison autour de l'entrepôt souterrain, et y faisant bâtir une nouvelle brasserie, bien plus grande, comprenant des bureaux, une fabrique de glace et une usine d'embouteillage. En 1861, William épousa Julia Faker, et en 1876, il racheta le manoir que son beau-père avait fait construire 8 années auparavant, vraisemblablement avec son aide financière. William et Julia redécorèrent la maison selon leur propre goût, et peu de temps après, ils y emménagèrent. Si le manoir était des plus luxueux, et s'il disposait de toutes les commodités modernes de l'époque, l'élément le plus impressionnant restait probablement le tunnel qui partait de ses sous-sols et remontait la rue
pour rejoindre la brasserie à quelque distance de là. En 1878, William fut le premier brasseur de Saint-Louis à faire installer une zone réfrigérée dans son usine, ce qui libéra la grotte. Une grande caverne fut alors transformée en auditorium, et un théâtre orné de paysages de plâtre et de fil y fut érigé, et là le couple donnait probablement des spectacles privés. Cette partie de la grotte était accessible par un escalier en colimaçon qui donnait sur la rue Cherokee. Un peu plus loin, juste en dessous de l'intersection des rues Cherokee et de Ménil, un grand réservoir bétonné fut aménagé en piscine. Le couple le remplissait en utilisant de l'eau chaude qui était acheminée depuis la chaudière de la brasserie. De leur union, William et Julia ont eu 9 enfants, dont 8 survécurent. Anna, William Jr., Louis, Charles, Frédéric, Hilda, Edwin et Elsa. En 1892, quand William décida de prendre une retraite partielle et de parcourir le monde avec sa femme, il remit la société entre les mains de ses fils, nommant William Jr. vice-président, Louis directeur, Charles trésorier et Frédéric surintendant adjoint. Ces enfants ne se ressemblaient guère, et s'ils bénéficiaient tous des avantages que leur offrait la position sociale et la fortune de leur père, ils en profitaient différemment. William Jr., surnommé Billy, aimait à se montrer en société, et il avait la réputation d'être un playboy sulfureux, alors que Louis était lui un jeune homme sportif, qui élevait des chevaux et les faisait courir lui-même. Cependant, si William aimait tous ses enfants, Frédéric avait toujours été son préféré. Aussi l'avait-il choisi pour diriger son entreprise après sa mort. Le jeune homme, qui était ambitieux, travaillait avec acharnement à la brasserie, comblant les espérances de son père. En 1895, la William J. Lemp Brewing Company employait 700 personnes, et elle était la 8e du pays. Si l'entreprise était déjà une réussite en tournant à 26 barils de bière par an, du temps de son créateur, elle produisait maintenant 300 000 barils et rapportait 3 millions de dollars, notamment grâce à la Falstaff qui connaissait un grand succès. Non seulement les bières Lemp se trouvaient partout en Amérique, mais elles étaient également distribuées à Calcutta, à Londres, à Paris et à Berlin. En 1899, Billy épousa Lillian Handland, la fille d'un riche marchand qui fournissait les chemins de fer. Cette femme était une mondaine réputée pour son exquise beauté et sa magnifique garde-robe, qui nécessitait plusieurs couturières employées à plein temps. En raison de son penchant pour la couleur lavande, que la jeune femme arborait sur ses vêtements, ses accessoires, dans l'ameublement de sa chambre, mais également sur ses 7 voitures, une pour chaque jour de la semaine, les gens l'appelaient la Lavender Lady, et partout où elle allait, elle faisait sensation. Ce furent là les dernières années de bonheur de la famille Lemp. En 1901, Frédéric commença à avoir des problèmes de santé, et il dut se résoudre à partir pour un séjour prolongé en Californie, où il espérait que le climat lui serait bénéfique. Mais quelques mois plus tard, le 12 décembre 1901, alors que son état semblait s'améliorer, il perdit brusquement la vie à l'âge de 28 ans. Il avait succombé à une insuffisance cardiaque suite à ses nombreux problèmes de santé, mais pour une obscure raison, des rumeurs coururent qu'il était mort dans de mystérieuses circonstances. La disparition de Frédéric fut un véritable drame pour ses parents, en particulier pour son père, qui en fut dévasté. D'après ses proches, jamais William ne se remit vraiment de cette tragédie, et peu à peu, il commença à se retirer du monde, n'apparaissant que rarement en public, et ne se rendant à la brasserie que par son passage souterrain.
Le 1er janvier 1904, William subit un autre coup en apprenant le décès de Frédéric Past, son meilleur ami et le beau-père de sa fille Hilda. Cette perte le plongea dans un désespoir plus profond encore. Et bientôt il commença à se désintéresser de son entreprise. S'asseyant à son bureau, le regard perdu dans le vide, et faisant d'étranges mouvements nerveux de ses mains. Dans la matinée du 13 février 1904, après avoir pris son petit déjeuner, William informa l'un de ses serviteurs qu'il se sentait mal. Puis il remonta dans sa chambre au 2e étage. Vers 9h30, il s'allongea sur son lit et prenant son Smith et Wesson, il se tira une balle dans la tête. Il en mourut quelques heures plus tard. À l'époque, à la brasserie, tout le monde était stupéfait. Cette entreprise avait été évaluée à 6 millions de dollars et ses biens personnels à 10 millions de dollars. En novembre 1904, Billy devint le président de la William Gillem Brewing Company. Mais cette fonction nouvelle ne sembla guère le passionner, et plutôt que de s'investir dans l'entreprise familiale, il choisit de profiter de l'immense fortune dont il venait d'hériter. Il se montrait dans les réceptions mondaines en compagnie de sa ravissante épouse, qui aimait l'argent tout autant que lui, et qui dépensait de grosses sommes en maisons de campagne, en voitures et en vêtements et en œuvres d'art. Peu de temps après, Billy commença à se lasser de sa femme, avec lequel il avait eu un enfant, William III, et la rumeur prétendit qu'à la nuit tombée, il organisait des parties fines dans les grottes du manoir, invitant des gentlemen de Saint-Louis et des prostituées à le rejoindre. Si tout le monde pensait que Liliane, lassée des turpitudes de son mari, finirait par demander le divorce, ce fut Billy qui créa la surprise en 1909, accusant sa femme d'utiliser un langage blasphématoire et de porter constamment de la lavande afin d'attirer l'attention du public, ce que constituait apparemment une infraction au code de bonne conduite. De son côté, Liliane expliqua que son mari invitait des femmes dans ses appartements privés, qu'il la battait, qu'il l'avait menacée d'un revolver, et elle se plaignit de son extrême jalousie, affirmant qu'il la privait de toute liberté. L'annonce de ce divorce et des procédures judiciaires qui s'ensuivirent créèrent un scandale qui passionna les habitants de Saint-Louis. Chaque jour, les curieux s'agglutinaient devant la porte du palais de justice, dans l'espoir d'obtenir l'un des sièges convoités, et les journaux rapportaient les derniers rebondissements de l'audience, les illustrant parfois de caricatures. Il faut avouer que la vie privée de Billy Lemp était pour le moins surprenante. Apparemment, il aimait organiser des combats de poulets contre des singes, obligeant son jeune fils William à les regarder. Ce dernier avait d'ailleurs été traumatisé par un incident bizarre où des singes avaient dévoré des oiseaux vivants. Son majordome rapporta qu'il pointait un revolver sur lui quand il avait le malheur de se déplacer trop lentement à son goût, et ses voisins l'accusèrent de tirer sur leur chat, ce qu'il reconnut volontiers, soulignant néanmoins qu'il ne le faisait jamais pour le plaisir, et seulement parce que ceci dérangeait son sommeil. En 1913, quand le divorce fut enfin prononcé, Billy perdit la garde de son fils et fut condamné à verser 6 000 dollars par an à sa femme. Cependant, Liliane ne se trouvant que peu satisfaite par cette décision, elle se mit elle fit appel, voilà, devant la Cour suprême du Missouri. Désolé pour le bug. Cette Cour suprême lui accorda 100 000 dollars de pension alimentaire, ce qui était la plus grosse somme jamais attribuée dans l'histoire de l'État. 6 années plus tard, Billy épousa une veuve, Ellie Lindbergh, mais jamais Liliane ne se remit de son divorce. Après cette épreuve, tout le monde s'accordait à dire qu'elle était toujours jolie, mais qu'elle était devenue complètement folle.
Elle vécut jusqu'à ses 83 ans sans jamais se remarier. Le destin semblait s'acharner sur la famille Lemp. En 1906, alors que Billy se débattait toujours devant la cour, Julia, sa mère, luttait depuis un an contre un cancer. Au mois de mars, son état était tellement détérioré qu'elle n'était plus que souffrance. Elle s'éteignit peu de temps après dans la chambre où son mari avait mis fin à ses jours. Au cours de cette même année, 9 des plus grandes brasseries de la région se réunirent afin de former une nouvelle société, venant dangereusement concurrencer l'entreprise familiale. En 1911, souhaitant s'éloigner de Saint-Louis et de sa société, Billy se fit construire une maison de campagne. Puis il reconvertit le manoir en bureau et rajouta 2 grands silos au sud de la brasserie. Malheureusement, depuis des années, il laissait l'équipement de l'usine se détériorer, ne se tenait pas informé des dernières innovations industrielles. Et quand la Première Guerre mondiale éclata, l'entreprise en souffrit bien plus douloureusement que ses concurrentes. En 1919, le 18e amendement de la Constitution des États-Unis fut ratifié, interdisant la fabrication, la vente et le transport de bières alcoolisées, précipitant la perte de la Lemp Brewing. Tout comme ses concurrents, Billy tenta de reconvertir la brasserie en sortant une bière sans alcool, la Serva. Mais malheureusement, elle n'était pas assez rentable pour soutenir une aussi grosse entreprise que la sienne. Et en juin 1919, il décida brusquement de fermer la brasserie, sans même prévenir ses infortunés employés, qui apprirent la fermeture en découvrant les portes verrouillées. Une fois l'usine fermée, Billy décida de liquider les actifs et de vendre les bâtiments aux enchères. Aucun de ses frères et sœurs ne s'intéressa au sort de la brasserie, et la rumeur rapporta même que les enfants de William étaient si riches qu'ils n'avaient aucune envie de se battre quand les affaires étaient devenues difficiles, ce qui n'était vraiment pas loin de la vérité. Si Billy traversait une période difficile, sa jeune sœur Elsa connaissait des amours compliqués. En 1910, la jeune femme avait épousé Thomas Wright, un industriel, mais 9 ans plus tard, elle avait demandé le divorce, déclarant que son mari avait détruit sa paix et son bonheur, et l'autorisation le lui avait été accordée le jour même. Par la suite, Elsa et Thomas s'étaient réconciliés, et peu de temps après, le 8 mars 1920, ils s'étaient remariés. Le 19 mars au matin, Elsa expliquait à son mari qu'elle pensait rester couchée toute la matinée car elle avait passé une vraiment mauvaise nuit. Thomas se dirigea vers la salle de bain quand soudain il entendit une détonation. Pensant que sa femme cherchait à attirer l'attention, il se dirigea vers la pièce. Et là, il découvrit qu'elle venait de se donner la mort de la même manière que son père. Les serviteurs prévinrent rapidement le docteur Clopton et Samuel Forsyth, un ami de la famille. Mais curieusement, personne ne pensa prévenir la police au cours des 2 heures qui suivirent. Et ce fut M. Forsyth qui finit par s'y résoudre. Prévenu du drame, ses frères se précipitèrent chez Elsa. Et en rentrant dans la chambre, Billy lança cyniquement « De la part de la famille Lemp pour vous ». Au cours de l'enquête, Thomas Wright se montra très agité, fuyant tout contact avec les enquêteurs, et disant, pour expliquer son attitude, qu'il était perplexe et ne savait pas quoi faire. Ces étranges réactions poussèrent certains à penser que cette histoire n'était pas claire. Mais au final, personne ne fut vraiment inquiété. Depuis la fermeture de l'entreprise familiale, Billy déprimait. Il avait cédé la célèbre appellation Falstaff pour 25 000 $ et en 1922, après avoir bradé la fabrique pour 588 000 $, alors qu'elle valait 7 millions de dollars avant la prohibition, il s'enfonça un peu plus dans la dépression. Tout comme son père avant lui, il se montrait nerveux et fuyait la vie publique, se plaignant de sa mauvaise santé, de ses maux de tête. Le 29 décembre 1922, au matin, Billy discuta un moment au téléphone avec sa femme, puis il se rendit dans son bureau, déboutonna sa veste et se tira une balle en plein cœur.
Il mourut un peu plus tard, au cours de la même journée. Apercevant son corps, son fils s'écria : « Tu savais que je le savais. J'avais peur que cela n'arrive. » William expliqua aux enquêteurs qu'il craignait un tel drame, car même si son père semblait n'avoir aucune intention de se suicider, depuis la vente de la brasserie, il parlait de solder le reste de ses biens et de voyager en Europe pendant un certain temps. Et tout cela devenait inquiétant. En 1933, à la fin de la Prohibition, William III tenta courageusement de relancer la bière familiale, concluant un accord avec la brasserie de Saint-Louis qu'il rebaptisa la William J. Lemp Brewing Company. Et même si les chiffres de vente initiaux furent encourageants, 1 an et demi plus tard, l'entreprise faisait faillite. Sa maison fut alors saisie et son mariage prit fin. S'il ne fut pas aussi médiatique que celui de ses parents, son divorce fut l'un des plus douloureux. Et en 1943, William succomba à une crise cardiaque à l'âge de 42 ans. À cette époque, Charles et Edwin Lemp, deux de ses oncles, habitaient toujours à Saint-Louis. Les deux hommes avaient tous les deux travaillé à la brasserie, puis Charles s'était reconverti dans la banque et l'immobilier. Et depuis 1911, Edwin s'était retiré dans sa grande maison de campagne où il vivait reclus. Cependant, malgré la grande dépression qui menaçait l'économie, leur fortune était telle qu'ils se trouvaient à l'abri du besoin pour plus d'une vie. De par ses occupations professionnelles et son implication dans la vie politique, Charles semblait bien intégré dans la société. Et pourtant il restait un homme mystérieux, qui semblait devenir de plus en plus bizarre avec le temps. En 1929, il s'installa au manoir Lemp, qu'il réaménagea en résidence, et ne s'étant jamais marié, il y vécut seul avec son chien et ses serviteurs. La légende raconte qu'il avait terriblement peur des microbes, et qu'il portait toujours des gants, afin de s'en protéger. En 1941, Charles fit parvenir une lettre au salon funéraire de Saint-Louis qui contenait le règlement de ses obsèques et des instructions précises quant à la façon de procéder lors de sa disparition. Il demandait à ce que son corps ne soit ni lavé, ni modifié, ou habillé d'une quelconque manière, et que ce soit sa famille qui puisse exiger aucun service ne soit tenu, et qu'aucun avis de décès ne soit publié. Dès que sa mort serait constatée, son corps devait immédiatement être transporté au crématorium du Missouri, puis ses cendres devraient être placées dans une boîte en osier et enterrées dans sa ferme. À 77 ans, Charles, qui était devenu arthritique et malade, se montrait de plus en plus amer et il développait un attachement morbide pour le manoir familial, dont il refusait constamment de sortir. Son frère Edwin l'encourageait souvent à se joindre à lui, mais, fuyant les distractions autant que la compagnie des hommes, il refusait toujours. Le 10 mai 1949, le corps de Charles fut découvert par l'un de ses collaborateurs, qui convoqua immédiatement la police. Charles était allongé sur son lit, un revolver de calibre 38 dans la main droite. Non loin de lui se trouvait une lettre manuscrite qui disait : « Si je suis retrouvé mort, que personne n'en soit blâmé à part moi. » Et au sous-sol gisait son chien, qu'il avait abattu d'une balle avant de se suicider. Le lendemain du drame, Edwin se rendit à la maison funéraire, où les cendres de son frère lui furent remises. Puis comme Charles en avait exprimé la volonté, il les transporta jusqu'à sa ferme et les y enterra. Si ces instructions étaient pour le moins singulières, elles n'étaient pas le plus grand mystère de l'histoire, car de la fameuse ferme de Charles, jamais personne n'en retrouva la trace. Étonnant, non? Après la mort de Charles, Edwin vendit le manoir, qui fut alors transformé en pension de famille, et il vécut une vie heureuse dans sa luxueuse maison de campagne aux environs de Saint-Louis. Cependant, en vieillissant, il se montrait de plus en plus étrange et semblait avoir développé une peur extrême de la solitude.
Il ne parlait jamais des membres de sa famille ou de leur fin tragique, pensant peut-être que le silence suffirait à éloigner un danger qu'il sentait tout proche. Edwin s'éteignit à l'âge de en 1970, à l'âge de 90 ans. Et tout le monde pensa qu'il avait vécu aussi longtemps car il avait vendu la grande maison familiale qui était maudite. Il fut le dernier des enfants de William à partir, et le dernier des Lemp à habiter le manoir. Tout au long de sa vie, Edwin avait collectionné les œuvres d'art. Il avait reçu de nombreuses pièces rares de sa riche famille, et il avait ramené une multitude d'objets précieux de ses voyages à travers le monde. Mais étrangement, dans son testament, il demandait à ce que toutes ses collections soient détruites, sans aucune exception. Bien qu'aucune explication n'ait été donnée, la rumeur prétendit qu'il avait émis un tel souhait car il craignait que la malédiction familiale, ne se transmette à travers son héritage. Ainsi partirent en fumée les derniers vestiges de l'empire des Lemp. Peu de temps après, des rumeurs commencèrent à circuler, rapportant que les résidents de la pension de famille entendaient souvent d'inexplicables coups et des bruits de pas dans la maison. Puis comme ces histoires connaissaient une certaine notoriété, il devint de plus en plus difficile aux propriétaires de trouver des locataires pour occuper les chambres. Et bientôt, ils connurent des temps difficiles. L'établissement était rarement rempli, les travaux nécessaires à l'entretien du bâtiment ne pouvaient être effectués, et le vieux manoir commença à se détériorer. En 1975, lorsque Richard Pointer acheta le manoir pour le reconvertir en restaurant, il se trouvait dans un état de délabrement avancé. Les membres de la famille Pointer commencèrent alors à le restaurer, mais alors qu'ils travaillaient à la rénovation de la maison, ils observèrent un certain nombre de phénomènes inexpliqués. Un jour, alors que Richard repeignait l'ancienne salle de bain de Billy, il eut tellement peur qu'il dut la quitter. Je peignais la salle de bain moi-même, il n'y avait personne d'autre dans la maison, et j'ai senti quelqu'un derrière moi qui me regardait. Je veux dire, c'était un terrible sentiment, la pire des sensations qu'on peut avoir. J'ai la chair de poule rien qu'en y pensant. Je me suis retourné, mais personne n'était là. J'ai recommencé à travailler, j'ai de nouveau éprouvé le même sentiment, alors que, sans regarder derrière moi, j'ai nettoyé mes pinceaux, et je suis sorti de là à toute vitesse. Peu de temps après, Richard embaucha un artiste local, Claude Breaksworld, pour restaurer les plafonds peints à la main du manoir. Il s'était bien gardé de le prévenir de l'étrange sensation qu'il avait éprouvée, mais l'artiste allait lui aussi rapporter une expérience similaire. J'étais sur l'échafaudage, couché sur le dos, peignant le plafond de la salle à manger, quand j'ai eu le sentiment que quelqu'un me regardait. J'avais l'impression qu'il était dans le couloir, juste à côté de la pièce, mais je ne pouvais rien voir à travers les portes en verre dépoli. J'ai continué à travailler, et environ 1 heure plus tard, ce sentiment est revenu. C'était bizarre. J'ai compris que je devais sortir de là tout de suite. Poussé par cette impétueuse sensation, Claude se précipita hors de la maison, sans même nettoyer ses pinceaux ou verrouiller la porte derrière lui. Un peu plus tard, quand il rencontra Richard, il lui dit « Cet endroit est fou. Vous devez avoir un fantôme ou quelque chose là-dedans. » Durant cette période, les différents ouvriers qui participèrent à la rénovation du manoir rapportèrent souvent des manifestations étranges, se plaignant de la disparition de leurs outils, de bruits étranges ou d'avoir été observés. Troublés par cette présence qu'ils sentaient sans la voir, certains de ces travailleurs quittaient le chantier et ne revenaient jamais. À une certaine occasion, Dick, le fils de Richard, passa une nuit dans la maison avec son Doberman Shadow. Il dormait quand soudain un bruit, qui ressemblait à une forte détonation, retentit dans la chambre, les réveillant en sursaut. Accompagné de son chien, le jeune homme fouilla alors le manoir, mais ce fut en vain. Une fois l'établissement ouvert, les membres du personnel et les clients du restaurant commencèrent eux aussi à raconter leurs expériences.
Leurs histoires parlaient de lunettes qui s'envolaient dans les airs, de bougies et de lumières qui s'allumaient toutes seules, de tiroirs qui se refermaient de leur propre volonté, de verres qui bougeaient, d'objets qui disparaissaient et réapparaissaient dans des endroits différents, de bruits étranges, de portes fermées à clé, qui se déverrouillaient inexplicablement, de voix désincarnées, de hennissements de chevaux et de martèlements de sabots dans la rue, devant la maison. Un soir, Dick fermait le restaurant en compagnie d'un employé quand ils entendirent tous deux notes jouées sur le piano. Intrigués, les deux hommes vérifièrent chaque pièce de la maison, mais elle était déserte. Ces différentes manifestations causèrent le départ d'un certain nombre d'employés, parmi lesquels Bonnie Strayhorn. Tôt un matin, j'allais et venais dans la maison, m'assurant que tout était bien en ordre pour l'ouverture du restaurant, quand j'ai remarqué un homme aux cheveux noirs assis à une table, dans ce qui était à l'origine la salle à manger familiale des Lemp. Il était loin de moi, mais il me faisait face. Donc tout ce que je pouvais voir était le contour de ses épaules et de sa tête. J'ai été surprise de voir quelqu'un dans le restaurant si tôt, mais je lui ai demandé s'il voulait une tasse de café. Il ne m'a pas répondu. J'ai détourné les yeux un instant pour allumer la lumière. Quand je me suis retourné, il avait disparu. La jeune femme quitta son emploi le jour même, expliquant qu'il était impossible pour un homme assis là d'avoir quitté la salle sans qu'elle puisse le voir. En 1980, le magazine Life affirma que le manoir Lemp était l'une des maisons les plus hantées d'Amérique, et une multitude de chasseurs de fantômes se précipitèrent sur les lieux. De nos jours, le manoir sert toujours de restaurant, mais également d'auberge, et ses propriétaires le font visiter pour satisfaire à la curiosité des amateurs du paranormal. 3 zones connaîtraient plus de manifestations que les autres: l'escalier, le grenier, et le passage souterrain surnommé les portes de l'enfer, celui qui relie la maison aux grottes. Parmi les nombreux fantômes qui entraient le manoir se trouverait celui de Julia, la femme de William. Elle se montrerait souvent au 2e étage, sous l'apparence d'une dame à la longue robe blanche, cherchant désespérément à retrouver son fils Zeke, qui aurait été son dernier enfant et qui serait mort à l'âge de 16 ans d'une chute dans les escaliers. La légende raconte que Zeke était né mal formé et que ses parents, refusant de le placer en institution, l'avaient enfermé au grenier, pour le dissimuler aux yeux de tous. Cependant, une autre version de l'histoire rapporte qu'à l'époque, le grenier servait de quartier aux domestiques, qui adoraient Zeke, et l'amenaient souvent avec eux pour le surveiller ou jouer avec lui sur la grande terrasse attenante, loin des regards moqueurs des enfants du quartier. Malheureusement, Julia cherchait son fils au 2e étage, alors que le jeune homme entrait le grenier, et jamais ils ne pouvaient se croiser. Une autre histoire, bien plus cynique, rapporte que Zeke était le fils que Billy aurait eu avec une servante ou une prostituée, et qu'il était né avec le syndrome de Down. Dans cette version, l'enfant vivait dans une chambre mansardée du grenier. Après la mort de Billy, Charles se serait occupé de Zeke, aidé dans sa tâche par 2 serviteurs et son frère Edwin. Puis alors qu'il était âgé de 16 ans, le jeune homme se serait tué en tombant dans les escaliers. Un peu partout dans la maison, des voix d'enfants se feraient entendre, répétant «Aidez-moi», encore et encore, ou «Viens jouer avec moi». Au rez-de-chaussée, à la place des toilettes pour dames, se trouvait autrefois le bureau de Billy. Alors qu'elle se trouvait enfermée dans les toilettes, de nombreuses femmes auraient vu un homme regarder furtivement sous la porte et disparaître ensuite. Un jour, en revenant au bar, l'une d'elles déclara aux 2 hommes qui étaient assis là: «J'espère que vous en avez eu plein la vue». Mais les 2 hommes nièrent avoir quitté la pièce, ce que confirma le barman. De la chambre de William, les visiteurs entendraient parfois quelqu'un courir dans les escaliers et taper sur la porte. L'histoire raconte que le jour du suicide de son père, Billy aurait monté les escaliers 4 à 4. Puis il aurait donné de grands coups de pied à la porte verrouillée. Des sons inexplicables et des pleurs s'élevaient soudain des grottes souterraines,
qui se serait particulièrement animé. Selon la légende, longtemps avant que la famille Lemp ne construise leur maison, deux jeunes amoureux amérindiens s'étaient cachés dans la grotte et y étaient morts de faim. Cette histoire aurait malheureusement été confirmée par les explorateurs qui auraient découvert leurs ossements. Selon Paul Pointer, le propriétaire actuel du manoir Lemp, son établissement proposerait un restaurant et un hébergement de remarquable qualité, et les divers phénomènes qui pourraient y être observés ne seraient que l'un des autres côtés de l'étrange manoir. Les esprits, qui se montreraient toujours amicaux, seraient particulièrement actifs, ce qui réjouirait les nombreux amateurs de paranormal. Les gens viennent ici et s'attendent à vivre des choses étranges. Et ils ne sont jamais déçus. Aviez-vous entendu parler de cette malédiction des Lemp? Avez-vous des histoires similaires qui sont portées à votre connaissance? En tout cas, ce manoir a été vraiment une maison maudite pour cette famille, qui au fil du temps a perdu sa fortune, mais plus encore a perdu sa vie.